On va parler de technologie avec moi cet après-midi. C'est lequel celui-là ? Yes. Et traceurs moléculaires notamment pour lutter contre la fraude. Alors nous, notre métier chez Olnica, il est un peu plus large, c'est-à-dire qu'au départ on a commencé sur la contrefaçon, c'était tout petit. Ensuite il y a eu la fraude qui est quand même copieux. Et en fait pour moi tout ça découle de la traçabilité, de notre capacité à réussir à tracer les produits et les matériaux, parce que si on trace bien, derrière on authentifie bien et on n'a pas de problème finalement. En tout cas on peut trouver des solutions. Donc voilà. Alors juste j'avais fait une petite slide, mais je passe en dernier. Mais vous allez voir la différence sur les traceurs. Les traceurs, c'est quoi ? Alors pour moi, il y a deux types. Il y a le traceur intrinsèque et les pièces rapportées. Alors les traceurs intrinsèques, on en a beaucoup parlé ce matin, notamment les isotopes, l'ADN. Voilà, il y a ce qu'il faut. Vous avez vu les méthodes, vous avez vu les labos, équipés comme il faut. Moi, dans mon métier, c'est différent. C'est de dire, on va utiliser des matériaux et des produits pour tracer, mais en les ajoutant. On peut ajouter des isotopes dans des matériaux, des produits, et dans l'alimentaire, je sais que c'est une innovation de rajouter des isotopes particuliers, parce que voilà, ça va permettre de dater l'origine. C'est pas encore vraiment exploité, mais ça existe. L'ADN, on peut rajouter de l'ADN botanique, ADN de synthèse, pour tracer. Ça se fait bien. Bon, le désavantage de l'ADN, c'est que c'est fragile. Et moi, je travaille beaucoup plutôt dans l'industrie, on verra tout à l'heure, et ça nécessite quand même du matériel assez copieux, coûteux, et avec des gros cerveaux derrière. Alors, historiquement, il y en a qui ont fait plus simple, ils ont utilisé les oxydes métalliques. Donc on prend le tableau périodique et puis on mélange, ça donne une signature unique. On utilise les techniques qui existent, microscopie électronique ou autre, l'ARX aussi, et voilà, on les utilise comme traceurs. Bon, ça c'était bien il y a 30 ans, mais bon, maintenant ça n'a rien de très codant parce que tout le monde peut le faire. Et le dernier point, les molécules chimiques. On va rajouter une molécule chimique dans le produit. On va maîtriser, on peut avoir ses propres molécules. Dans le pétrole, par exemple, on retrouve des molécules chimiques utilisées pour tracer les origines du pétrole. Et ces molécules sont en concurrence avec l'ADN. Vous voyez, on est voilà, à peu près aujourd'hui. Et moi, je vais vous parler d'un autre qui s'appelle le traceur moléculaire. Alors, le traceur moléculaire, c'est moi qui l'ai inventé il y a quelques années, pendant ma thèse à l'INSA de Rennes. J'avais dans l'idée d'exploiter, mon sujet de thèse était de développer l'application des produits à base de terres rares de ce laboratoire. J'avais carte blanche. Bon, je ne savais pas trop où j'allais aller. Mais on est allé vers voilà, effectivement, le développement de polymères de coordination à base de terres rares qui permettent donc de créer des composés isostructuraux. Et ces composés nous ont amené, on a montré qu'on pouvait coder 1,3 milliard de codes uniques différents, mais tous isostructuraux. Et voilà, c'est devenu un sujet qui aujourd'hui est reconnu comme étant l'équivalent de l'ADN sur une scène de crime. Voilà, l'ADN sur une scène de crime, c'est connu. Maintenant, dans l'industrie, on a les traceurs moléculaires. On parlait d'agrément, on a beaucoup parlé aussi de normes d'agrément, tout ça. On a obtenu un agrément EFSA, donc autorisation de contact alimentaire, sur la dernière mouture. Les terres rares qui sont apparues sur cette dernière mouture de l'EFSA, ça vient de chez nous. L'idée, en fait, ici, c'est de rajouter dans des matériaux des traceurs. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce que vous avez vu depuis ce matin, c'est que la partie visible de l'iceberg de la fraude. Nous, on travaille pour des industriels beaucoup dans la plasturgie. Alors le plastique, bon, c'est pas fantastique, d'accord, mais ça se réinvente beaucoup, ça a beaucoup de fonctions et voilà, ça change beaucoup et on parle de recyclage. On a besoin de matériaux, on est en manque et on a besoin de recycler, mais comment on peut savoir qu'un matériau est bien issu d'un process de recyclage, mis à part des méthodes de papier déclaratif où finalement on ne sait pas si c'est vrai ce qui est écrit dessus.
nous, on intègre des traceurs et on donne un outil de contrôle quantitatif et qualitatif. Ensuite, donc, on rentre dans une matière, donc tout matériau, papier, colle, polymère, enfin peu importe. Et quand on ne peut pas être dans la matière, on peut être sur la matière. Parfois, il est plus simple d'écrire sur un emballage, on verra des exemples tout à l'heure, que de mettre dans un papier parce que c'est pas facile à authentifier. Et quand on utilise un traceur, il faut le détecter. On a vu beaucoup de méthodes de détection. Dans notre cas, on a été obligé de travailler au développement des méthodes. Bon, il y a la partie j'identifie visuellement à l'œil avec des UV particuliers en ce qui nous concerne. C'est surtout pour ce qui est imprimé. On a développé une technique d'authentification de l'empreinte digitale optique, parce que les terres rares font de la lumière, et cette lumière a un spectre particulier qui, associé au matériau, nous donne ce qu'on appelle l'empreinte digitale optique. Vous avez vu la comparaison avec l'homme, encore une fois. Le dernier niveau étant l'analyse de la formule unique en laboratoire. Les terres rares, on les contrôle en quantité et en ratio, ce qui nous donne une signature particulière. Et nous, on utilise l'ICP-MS ou la microscopie électronique à balayage. Voilà, on rentre un peu dans la chimie parce qu'on en manquait un peu. Les terres rares, vous les avez ici encadrées en noir pour ceux qui ne connaissent pas trop. On n'en parle pas souvent, ils sont quand même beaucoup utilisés, ces terres rares. Un polymère de coordination, vous voyez en haut à droite à quoi ça peut ressembler d'un point de vue structure cristalline. Alors, c'est pas la structure de nos traceurs, parce que je voulais pas l'afficher, enfin on l'affiche pas, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Vous avez en bas à gauche une photo d'un cristal qui a une forme un peu particulière, qui est vert, il est excité sous UV. Alors on a aujourd'hui une capacité de coder, mais on a aussi une capacité de réussir à donner une forme à nos cristaux, ce qui donne visuellement quelque chose de sympa en détection quand on veut faire une expertise. Je sais que ce cristal vert vient de chez nous et voilà, ça donne un faisceau d'informations. Et en bas à droite, une vue sur microscope électronique à balayage de ces cristaux. Il faut savoir que chaque cristal a la même composition que son voisin. On n'est pas dans du mélange aléatoire. Hein. On est vraiment, s'il y a un cristal dans un matériau et qu'on retrouve sa formule, on est capable d'authentifier l'ensemble du matériau. Et en bas à droite, vous avez en rouge une autre synthèse avec une forme différente. Empreinte digitale optique, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, comme je vous le disais, les terres rares ont une émission de pic dans le spectre lumineux qui est particulière. Nous, on fait du tuning, donc on va choisir la couleur d'émission de nos traceurs en fonction des matériaux des clients. Et ensuite, on va enregistrer ça dans une base de données pour l'authentification avec notre appareil, le Pocket Lab. La microscopie électronique à balayage, voilà, je vous ai mis un spectre. L'idée étant de retrouver les ratios de terres rares par rapport à la synthèse. Voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement précis qu'on a exporté dans les labos extérieurs, police, gendarmerie ou laboratoire central aussi, il me semble, service central, pour les différentes applications que nous verrons juste après. Alors, voilà, ici, l'idée c'est ça, c'est la solution. Puisqu'on utilise l'ADN sur une scène de crime, les empreintes, puisqu'on a des problématiques de fraude, en fait, pourquoi pas y mettre un traceur, en fait, et tracer ces matières, avoir plus d'informations dès la base. En anglais, on dit « from cradle to grave ». Voilà, dès le départ, on trace et on regarde ce qui se passe tout au long de la vie du produit. Et c'est un peu le sens des nouvelles normes dont on parlait tout à l'heure qui arrivent. Et voilà, comment prouver qu'on vient bien nos produits sont issus de matériaux qui n'ont pas été produits du fait de la déforestation. J'ai entendu ça ce matin. Je dirais pas que c'est la solution, mais je connais les gens qui travaillent sur ces solutions qui vont arriver demain, effectivement. Donc on trace la matière à l'intérieur, dessus, sans changer les process industriels et pour améliorer le contrôle de la supply chain et lutter contre la fraude. Alors il y a la diversion, la malfaçon, on en a vu pas mal d'exemples ce matin. Un petit focus sur un appareil. L'appareillage,
tracer, marquer, lutter contre la fraude, il y a la partie chimique et il y a la partie détection. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. C'est essentiel. On peut toujours mettre du traceur dans un matériau. Si vous n'avez pas les bons outils de détection, on n'en fera rien. L'empreinte digitale optique, nous avait fait remarquer que sur le terrain, c'était quand même essentiel d'avoir un outil de terrain qui puisse aider les personnes qui sont dessus, qui sont là en train de faire un contrôle, que le produit c'est bon ou pas bon. En tout cas, voilà, comme une empreinte digitale, 98% de certitude, ça donne déjà une bonne idée du résultat. On a développé le petit appareil que vous voyez à côté du smartphone, qui est un spectro... Enfin, on ne l'a pas développé, on a travaillé avec une start-up de Bordeaux pour cet appareil. C'est un spectromètre haute résolution connecté sur smartphone avec une appli qu'on a développée nous-mêmes qui nous permet d'aller, avec une petite IA, authentifier la signature spectrale par rapport à la référence de la base de données. Et les données remontent sur un cloud, le cloud permettant d'avoir l'ensemble de l'information géolocalisée des résultats. Un résultat faux à un endroit donné du monde n'amène pas forcément à un produit faux. C'est peut-être une erreur de manip. Ça permet en tout cas d'avoir une interaction rapide avec la personne sur le terrain, de savoir si elle est en difficulté, si elle a besoin d'aide ou si tout simplement elle s'est plantée dans la mesure, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, on recommence. Le process étant que si une mesure est fausse, les rapports remontent directement et un prélèvement doit être effectué pour aller faire un contrôle en laboratoire. Laboratoire qui n'est pas forcément Olnica, qui peut être Eurofins évidemment, ça peut être GS ou Bureau Veritas, peu importe, puisque voilà, nous on fournit les traceurs et on fournit l'ensemble de l'expertise qui amène à son authentification. Donc voilà, on peut le faire chez nous, mais la plupart du temps on forme les experts des différents labos. On l'a fait beaucoup en France, donc j'ai dit police, gendarmerie. Je prendrai l'exemple tout à l'heure du cas le plus flagrant et le plus concret ici en France, mais on est voilà, à l'international aussi, c'est-à-dire qu'on recommande, on accompagne, on donne les clés pour aller faire les authentifications. Puis, voilà, on va repasser aux exemples, je ne vais pas déflorer les slides d'après. Juste, voilà, quelques visuels qui vous permettent de voir ce que c'est l'impression invisible sur un produit, un matériau. On a développé une encre qui intègre ces traceurs et on est dans l'invisible. On est dans l'invisible. Aujourd'hui, sur les paquets de tabac, il y a eu de la sérialisation et de la sécurité. On va voir une photo tout à l'heure. Dans la pharma, il y a la sérialisation qui est arrivée. La sérialisation, c'est mettre un code unique sur chaque boîte, différent. Vous regardez en dessous, vous voyez tout un tas de chiffres qui sont apparus. Le problème, c'est que c'est visible. Donc, quand c'est produit à un endroit du monde, ce que font les fraudeurs, c'est qu'ils sont là, ils ont les emballages qui sont ouverts, les codes sont vers le haut, ils sont sur WhatsApp, ils prennent une photo, ils l'envoient aux copains à l'autre bout du monde, et à 2 endroits du monde, il y a des produits qui sortent, les vrais et les faux, avec les mêmes codes de sérialisation. Donc, ça n'aide pas beaucoup à résoudre le problème. Ça aide un peu. Donc ça, c'est une vraie problématique. Je vous donne un exemple concret. Nous, on a proposé une solution qui vient compléter, qui est de faire ce même code, mais en invisible. Et on le rend visible avec nos outils. Donc voilà, le code de céréales, il est là. Personne ne peut le voir si on n'a pas les bons outils. Et ici, vous avez une plaquette de médicaments voilà, imprimée. À côté, c'est un tuyau d'alimentation en eau potable, puisque c'est une vraie problématique internationale, tagué avec le code du client. Et en bas, c'est un exemple sur du verre, juste pour montrer qu'on pouvait le faire. Donc une solution pour lutter contre la fraude, ce n'est pas uniquement telle technologie, tel système, en fait c'est un ensemble. Là, il y a les traceurs, quel que soit le traceur, finalement, l'important c'est quand même d'en avoir. Pour nous, on a une partie logicielle et lecteur, ça va de pair, et c'est très important, ça ne peut pas fonctionner sinon sans ça. Et l'expertise et le service, et ben ça c'est important, quel que soit le labo, on l'a vu depuis ce matin, des experts et des services très compétents parce que c'est le pendant de la résolution de la problématique. Et voilà un exemple de toutes les industries, et peut-être pas toutes encore, parce que ça passerait pas, dans lesquelles nous, on intervient aujourd'hui.
Ça va de la pharma à la construction. La construction, c'est un problème en devenir. Comment on prouve qu'un béton bas carbone est bien le béton bas carbone du bâtiment, ou qu'on est sur l'utilisation de matériaux excavés ou rebroyés, parce que maintenant il faut réutiliser la matière. Ça rentre dans les cahiers des charges, mais il faut démontrer. C'est pas juste un papier qui permet de le faire. La cosmétique, effectivement, le marquage alors on marque pas le contenu, nous on s'occupe du contenant. On est plutôt autour de l'emballage. Le luxe, voilà, les produits de consommation, on va avoir un très très bel exemple après. Les timbres de sécurité, les plastiques, l'électronique, l'automobile. Le gros problème aussi dans l'automobile et différentes stratégies en fonction des fabricants. Et l'aéronautique qui est un milieu quand même extrêmement robuste en termes de traçabilité, mais qui cherche toujours à des solutions pour s'améliorer. Notre dernier succès, c'est une société qui s'appelle UniqueBase, comme vous avez pu l'apercevoir, qui développe une activité dans les objets d'art. Vous pouvez acheter un objet d'art et vous pouvez l'acheter en ligne sans le voir maintenant même, merci le Covid. Et vous pouvez commander le transport, vous pouvez commander la sécurité. On peut rester là-dessus, je reviendrai après. Et ils avaient dans l'idée de créer le jumeau numérique de ces objets d'art pour pouvoir donner au propriétaire quelque chose qu'il avait sur son smartphone. Et c'était en lien avec les NFT l'année dernière. Alors on rentre dans le cas, on n'est plus dans la chimie, hein. Mais la problématique des NFT, c'est qu'il n'y avait aucun lien avec le produit physique en fait. Donc UniqueBase en fait a développé son activité sur le jumeau numérique, mais en taguant, en traçant l'objet physique auquel il correspond dans la vraie vie. Voilà, ce qui permet d'être propriétaire de l'objet et de son jumeau numérique. Et quand vous voudrez le vendre, en faisant une bonne plus-value, vous pourrez transférer la propriété de l'objet numérique. Et si vous voulez l'installer chez vous dans votre maison virtuelle, dans le métavers virtuel de Meta, vous pourrez démontrer que vous êtes propriétaire. On va très loin dans le système. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie physique de l'objet. Et voilà, on a cette nouveauté. Là, on revient sur du concret. Peut-être que vous en buvez, la bière Tsingtao. On sécurise la bière Tsingtao depuis 2016 pour que le gouvernement chinois récupère ses taxes, ce qui est de la fraude de Chinois entre Chinois. Voilà. Au démarrage, quand j'ai commencé en 2010, c'était les Chinois, les fraudeurs du reste du monde. Et bon, ils se fraudent entre eux parce qu'il y a des belles marques qui sont sorties, évidemment. L'idée là, c'était de faire. Enfin voilà, la solution, elle est appliquée dans la capsule de bière. Elle est à l'intérieur, dans les petites particules en plastique, enfin un petit rond en plastique, à 10 ppm, 10 grammes par tonne, sachant que ce petit rond en plastique ne pèse rien, 30 mg je crois. Donc vous faites le calcul, il n'y a pas beaucoup de traceurs, et pourtant on est qualitatif et quantitatif. Et on a pu démontrer la fraude du fabricant de capsules, qui livrait aussi bien le contrefacteur que le propriétaire de la marque. La première fois, il n'y avait pas de traceur, donc là, Tsingtao a informé son fournisseur qu'il avait décidé de mettre un traceur. Le coup d'après, ils ont acheté sur Alibaba un traceur qui vaut pas cher. Et à chaque fois, nous, on reçoit l'échantillon et on certifie, on signe en bas, hein, comme quoi c'est une fraude. Le coup d'après, ils ont dilué la matière par 2, mais on est quantitatif, même à 10 ppm dans un truc qui fait 30 mg, parce qu'on contrôle parfaitement la supply chain. Et ils ont été menacés, mais ils ont joué une 4e fois, ils ont dilué encore une fois, un peu moins encore. Et finalement, Tsingtao a fait fermer son sous-traitant. Et aujourd'hui, il y a 800 000 $ d'amende à celui qui se fait attraper. Donc, il n'y a plus de problème. Donc, le client est content, et nous aussi. Voilà un exemple concret d'une maîtrise from cradle to grave, de bout en bout, en utilisant des traceurs et en ayant un contrôle jusqu'au bout. Un autre exemple qui nous touche encore plus en France, il n'y a plus de braquage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques années, vous n'entendez plus parler de braquage, vous ne le voyez plus. On a mis des traceurs dans les caisses des billets, dans chaque distributeur de billets, dans la majorité des départements. Toute la France n'est pas concernée. Et vous avez ici quelques petites slides qui vous donnent des chiffres. Moins 82, moins 85% de braquage en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main ou deux mains. Enfin bon, en tout cas,
on n'en parle plus. Et chez nos proches voisins, ça a augmenté fortement, à peu près plus 400, 500, 600% chez nos voisins. Il y avait tout un système qui était déjà en place. C'est-à-dire que le traceur n'est qu'une toute petite partie, c'est la dernière brique. Il y a des caisses sécurisées qui explosent, qui arrosent d'une encre de maculage, les billets pour les rendre inutilisables. Mais derrière, tout ça c'est lavé et en fait le voleur, en tout cas le suspect arrêté par la police, quand il était arrêté, il prenait 3 ans avec sursis pour détention de billets volés. Et avec le fait d'avoir des traceurs, il prend 10 ans ferme, et donc c'est dissuasif. Voilà. Donc ils sont partis chez les voisins. Et c'est une technologie qui se développe. Alors, il n'y a pas que nos traceurs, évidemment. Je vous ai parlé d'ADN, on a des concurrents dans l'ADN qui fournissent aussi pour ce type d'activité. Mais sachez qu'on est les seuls Français et qu'à travers le monde, on est à peu près 5 à faire des technologies comme celle-ci. Encore un exemple, c'est la fin. Le tabac. Ce petit sticker sur le côté contient une multitude de systèmes qui sont pour l'authentification multiniveau. Et ici, voilà, dans cette partie là-haut, il y a du traceur moléculaire, entre autres, avec plein d'autres choses qui sont authentifiées par les laboratoires du service central. Service commun, pardon. Et voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci.